Donc, bonjour à tous, merci d'être présents ici au CNR aujourd'hui pour la conférence de presse d'annonce de liste France-Australie. Je laisse donc la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant que Fabien ne livre cette première composition d'équipe de cette tournée d'automne, une composition d'équipe forcément très attendue, je voudrais simplement souligner le plaisir que nous avons eu à retrouver les joueurs lors de notre rassemblement avec le 15 de France il y a maintenant près de 2 semaines. Le plaisir parce qu'en dénombrant parmi les 32 joueurs ceux qui étaient de la tournée au Japon, c'était 15 joueurs, donc dans un passé finalement, on va dire, assez proche. Et puis on se rend compte que pour certains, eh bien, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas vu la sélection, ce qui, vous en conviendrez, est une sorte de vrai contraste avec nos adversaires de samedi, qui eux sont ensemble depuis 5 semaines et qui ont eu l'opportunité, et nous l'avons suivi d'ailleurs avec beaucoup d'attention, de s'étalonner face à une équipe de l'hémisphère nord, l'Écosse, samedi dernier. En tout cas, notre préparation a été très complète, très intense. Nous avons cherché vraiment à optimiser chaque minute avec ce groupe qui est à notre disposition. Un seul contretemps, vous le savez, c'est l'annonce du forfait de Paul Willem C sur blessure lors de l'entraînement du mardi. Alors, 2 réflexions, ça veut dire qu'on s'entraîne très dur ici, avec le 15 de France, et puis, évidemment, la déception que l'on éprouve pour lui et pour l'équipe, sachant qu'il s'agit en fait d'une lésion musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pour une quinzaine de jours, d'après ce que nous ont dit donc les experts médicaux. Voilà ce qui nous a permis, malgré tout, sur les 41 joueurs disponibles, eh bien, de composer notre équipe de France que va vous annoncer Fabien dès maintenant. Merci. Merci Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous annoncer donc l'équipe de France qui va affronter samedi soir l'Australie à 21h au Stade de France. On peut commencer par la première ligne. Cyril Baille à gauche, au talon Julien Marchand et à droite Uni Antonio. En seconde ligne, Cameron Woki associé à Thibaut Flamand. En troisième ligne, Anthony Gelonge, associé à Charles Olivon et Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, associé à Romain Tamac. Notre ligne de 3/4, Yoram Moefana sur une aile, au centre Joe Danti, associé à Gaël Ficou, et sur l'autre aile, Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Nos finisseurs, Peato Movaca, Dani Priso et Sipili Falatea, première ligne. Romain Taofifinoa en seconde ligne, associé à Kylian Gerassi. Sekou Makalou, Max Lucu et Mathieu Jalibert. Les joueurs supplémentaires, Pierre Bourgarit, Momo Awas, Baptiste Couillou, Léo Berdeux et Mathis Lebel. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Pour les questions, merci de bien vouloir lever la main et se présenter ainsi que le média, s'il vous plaît. Merci. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Cyril Baille, il a joué que 34 minutes la semaine dernière pour son retour sur les terrains. Est-ce qu'il y a malgré tout un risque d'aligner un joueur comme ça qui n'a pas beaucoup de compétition? Oui, effectivement. Il y a un risque pour Cyril Baille comme pour d'autres joueurs. Quand on joue au rugby, on peut se blesser. C'est un sport de combat, c'est un sport de contact et en plus d'endurance, de vitesse, d'adresse qui nécessite beaucoup de compétences. Et dans cet affrontement, on peut se blesser. Cyril Baille a repris la compétition avec Stade Toulousain la semaine dernière, vous l'avez dit. Il avait repris l'entraînement la semaine précédente. Il a validé en fait tout ce dont on avait besoin de savoir pour réfléchir à une éventuelle titularisation.
et en accord avec lui et l'ensemble du staff, il nous semble prêt à relever le défi. Bonjour. Thomas Ramos fait un excellent début de saison avec le Stade Toulousain. Il a eu peu de temps de jeu avec vous depuis que vous êtes en place. Quel est votre regard sur ce joueur? Est-ce qu'il a pu changer ces dernières semaines? En fait, c'est vrai que Thomas Ramos, comme vous l'avez dit, comparé à d'autres joueurs depuis le début de notre mandat, a eu peu de titularisation. Je reprends vos termes, hein, et c'est juste. Il y a eu des performances comme celle de Boutier qui lui a permis de prendre le poste, puis après Brice Dulin, puis ensuite Melvin Jaminet, et Thomas Ramos qui était quand même dans l'équipe qui a fait le Grand Chelem. Il faut se rappeler, il faisait partie des 23 qui ont fait le Grand Chelem, il a fait toute la compétition, puisqu'on fait un 6-2, et lui avec sa polyvalence et sa complémentarité avec Antoine Dupont, puisqu'ils jouent ensemble, nous permettait de couvrir plusieurs postes, le poste de 10 et le poste de 15. Il s'avère qu'aujourd'hui, Melvin Jaminet est blessé, qu'on avait convoqué aussi Romain Buros qui est blessé, et que Thomas Ramos s'impose, comme vous l'avez dit, très justement, par ses performances avec le Stade Toulousain. Vous savez aussi, comme moi, que le niveau du top 14, c'est pas le niveau international. Donc là, il va avoir un challenge intéressant pour lui. Il rentre dans une équipe qu'il connaît bien, puisqu'il fait partie de ces 23 qui ont gagné le Grand Chelem. Et comme l'a dit Raphaël Ibanez précédemment, c'est en fait la reprise de la saison pour nous. On s'est quitté le 19 mars et on se retrouve là, comme si c'était hier, mais c'était pas hier, c'était il y a 8 mois. Donc le challenge va être intéressant parce qu'il connaît bien cette équipe, il a l'habitude de jouer avec cette équipe, de s'entraîner avec cette équipe. Et là, il débute avec le poste, avec le numéro 15. Il va nous apporter toutes ces qualités qu'on a identifiées, parce que s'il porte ce maillot, il le doit à ses performances, à son talent, à la qualité de ses entraînements qu'il a été en capacité de délivrer. Et nous allons l'accompagner pour qu'il performe comme l'équipe. Donc c'est une marche à deux, on va dire, le collectif, l'individu pour le collectif. Et la mission est simplement de remporter ce match samedi. Bonjour, Romain Baheux, le Parisien. Paris Fabien. 2 questions. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Thomas Ramos sera le buteur ce week-end? Et autre question, au sujet de Romain Ntamak, qui lui aussi n'a pas joué depuis un moment. Est-ce que lui aussi a levé tous vos doutes pendant cette préparation? C'est un peu la même chose que pour Cyril. On a suivi de près son retour à l'entraînement, puis son retour avec nous, puisqu'il n'est pas reparti à la compétition, il revient directement avec nous. Il a pu vivre 2 semaines de préparation, on appelle ça 2 semaines de préparation, dans lequel on trouve quand même des entraînements sans concession. C'est-à-dire que le forfait de Paul Villemc, c'est que nos entraînements sont sans concession. On se blesse à nos entraînements parce que l'intensité est supérieure à celle d'un match, la vitesse est supérieure à celle d'un match. Et donc, ça nous permet de valider à la fois l'état du joueur, et puis ça permet aux joueurs aussi de nous apporter des réponses sur ses sensations. Il s'avère que Romain Ntamak, à la fois sur ses entraînements et sur ses retours de sensations, il nous semble qu'il est prêt. Je vous dis il nous semble parce que la vérité c'est le match, mais il nous semble qu'il est prêt. Et que l'équipe autour de lui, parce que c'est une notion d'équipe aussi, est prête. T'as pas confirmé pour la question de mon confrère, mais Thomas va buter. Très bien. Alors, ils vont se partager le rôle avec Romain. Les tâches de jeu au pied, notamment pour trouver les touches, les renvois, seront tenues par Romain. Renvoi d'un but, renvoi au 50, les recherches de touches après pénalité. Et par contre, les frappes au but, c'est-à-dire le but, sera tenu par Thomas. Par rapport à Romain et à Cyril, quel message vous envoyez à la concurrence? On pense à des joueurs comme Dani Priso. Est-ce que vous avez un doute par rapport au message que vous envoyez aux concurrents? D'abord, il n'y a pas de concurrence dans cette équipe, il y a de l'émulation. Il y a des partenaires qui portent le maillot et qui sont tous tournés vers le même objectif, la même mission. Nous rassemblons 42 joueurs français le dimanche soir pour une mission qui est le match. Le sens de notre mission, c'est rassembler, fédérer et partager.
Donc pendant 3 jours, puis après, lorsqu'on passe à 28, nous sommes portés par cette même volonté de rassembler, fédérer et partager entre nous, et aussi au nom de la fédération et de tous les licenciés, de tous les amoureux du rugby. Le message que l'on envoie à Dani Priso, c'est que nous le mettons sur la feuille de match, et ça c'est très important. Dani Priso est sur la feuille de match. Il était sur la feuille de match au Japon, il fait partie des finisseurs. Ce rôle si difficile, si challengeant pour ces joueurs qui vont rentrer sur la deuxième partie du match et qui vont devoir gagner le match. Sachant que l'Australie, pour l'avoir étudié de près, va nous proposer, comme à son habitude, les 20 dernières minutes les plus difficiles à jouer qu'on aura jusqu'à présent, je pense, connues. Donc ça, c'était pour Dani. Et l'autre joueur dont vous parliez, comment? Romain, Mathieu. Bien sûr, mais Mathieu fait partie des finisseurs, c'est la même chose, avec un rôle aussi très difficile, puisque Mathieu va couvrir à la fois le poste de 10, à la fois le poste de 15, éventuellement le poste de buteur, même s'il est accompagné par Masloukou avec les finisseurs. Donc on a travaillé sur différents scénarios, comme vous avez l'habitude, mais en fait, souvent, on travaille sur beaucoup de scénarios, mais c'est jamais les scénarios qui arrivent. Mais au moins, ça nous met dans une forme d'agilité et de recherche. Et donc Mathieu a aussi ce rôle de finisseur qui est un rôle ô combien difficile et qu'il faudra qu'il assume, et les 22 joueurs autour de lui feront tout pour l'aider. Donc le message, il est qu'ils sont avec nous, ils portent le maillot de l'équipe de France et nous avons une seule mission, elle est tournée sur samedi. Bonjour, je rebondis un petit peu sur la thématique. Vous avez parlé de Cyril, de Romain, il y a aussi Cameron Wauquiez qui fait un début de saison assez poussif en club. À 1 an de la Coupe du Monde, est-ce que ça ne témoigne pas quand même de choix qui commencent à être arrêtés, même si vous répétez régulièrement que la porte reste ouverte? Les faits semblent quand même démontrer un peu l'inverse. Je vous entends bien, mais je disais que Cameron Wauquiez fait partie de l'équipe qui a fait le Grand Chelem. Donc cette équipe, aujourd'hui, cette équipe premium, je parle d'équipe premium, elle a 87% de victoire. Donc à un moment, il faut continuer à progresser, bien sûr, il faut continuer à créer l'émulation. Mais il y a un socle qui est fort, qui est celui de l'expérience collective et de la performance qui est là, les chiffres sont là. Pourquoi les challenger en permanence sous prétexte qu'ils ont des débuts de saison poussifs? Bon, Cameron Wauquiez, il vient de changer de club, il s'est mis en... Changer de club, c'est toujours se mettre en danger, se mettre en difficulté, se mettre en déséquilibre dynamique. C'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il est en train de vivre pour lui, sur son évolution. C'est un jeune joueur, Cameron, hein. Il a 23 ans. Hein. C'est un jeune joueur, c'est un joueur intelligent, qui fait partie de l'aventure depuis le premier rassemblement à Nice, qui est passé par l'équipe qui était libérée, par les joueurs qui étaient libérés au départ, qui a fait son chemin, notamment en commençant par l'équipe de développement, comme on l'appelle, sur l'Automne Cup, sur la tournée en Australie, et qui a saisi l'opportunité qu'on lui a proposée. Il y a une forme de confiance entre nous, vous savez, la confiance est important. Cette saison, nous avons 8 matchs à jouer, à peine avec cette équipe. Donc 3 à l'automne et 5 cet hiver. Ça fait 8 semaines et 8 matchs à jouer. Donc c'est vrai que nous cherchons à utiliser au mieux le potentiel que nous avons à disposition, avec le temps que nous avons à disposition et les projets, c'est-à-dire les matchs. Chaque semaine est un projet, les projets qui se proposent à nous. Donc c'est vrai qu'on arbitre avec toutes ces données-là. C'est parfois challengeant pour nous. Jusqu'à présent, nous avons réussi et nous allons continuer à relever tous les challenges qui se présentent à nous. On est à 10 mois de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu attends de cette tournée où vous allez affronter pour la dernière fois les nations de l'hémisphère sud? Nous, on pense surtout évidemment que nous avons une vision. Nous sommes portés par une vision depuis 4 ans. Mais là, j'ai envie de regarder ce chemin, et c'est un chemin où on essaie d'être cohérent, consistant et cohérent. Donc, bien sûr, vous avez cité la Coupe du Monde, elle est là, on sait qu'elle va arriver, mais là, le projet, il est l'Australie. Depuis 2 semaines, nous sommes rassemblés pour travailler sur l'Australie. Et en travaillant bien sur chaque challenge qui nous est proposé, puisqu'on connaît le calendrier, l'Australie, puis après l'Afrique du Sud, puis après le Japon, puis après on va à Rome, puis après on va en Irlande, puis après on joue à Paris.
2 fois, puis on va en Angleterre. On a cette vision sur l'échelle du temps, mais on ramène toujours à l'immédiateté et au présent. Et le présent, c'est l'adversaire qui arrive. Raphaël a dit que, en fait, l'Australie, ils sont ensemble depuis le mois de juin. Hein. Donc ça fait 5 mois. Hein. Ça fait 5 mois que cette équipe joue ensemble. Donc nous, on a, par rapport à ça, mais c'est le calendrier international qui nous propose ça, on a un challenge qui est de rassembler de suite des joueurs de différents clubs et les ramener en équipe de France. C'est pour ça que on se sert beaucoup de notre vécu et des 27 matchs qu'on a joués jusqu'à présent. Chaque semaine, c'est-à-dire les 27 semaines des 27 matchs qu'on a préparés, et chaque fois il y a une semaine supplémentaire avant chaque compétition, elle est là et on travaille sur la connaissance de nos joueurs et de notre équipe. Donc en fait, on cumule de l'expérience collective, on cumule du savoir. On est sur notre 8e méthode d'entraînement. On l'a encore modifiée, elle est encore meilleure. J'imagine qu'on aura une 9e pour le tournoi et une 10e pour la Coupe du Monde, encore modifiée et encore meilleure, donc tout en étant cohérent. Donc voilà, aujourd'hui le challenge il est de bien se préparer. Là aujourd'hui c'est une journée, par exemple si je reviens à l'échelle temps, c'est une journée off, on va se déplacer. Ce soir on a la présentation de nos adversaires par les joueurs, un temps très important. Demain on aura des petits meetings qui vont nous recentrer sur l'échéance. On va aller faire le team run au Stade de France. 12 minutes, intensité maximale. Ensuite, on a la remise des maillots qui est très importante pour nous. Et puis le lendemain, la longue journée qui nous amène au Stade de France. Donc, tous ces moments-là, on apprend même à les améliorer et à les vivre ensemble. Bonjour Fabien, bonjour Raphaël. C'est la première fois que Charles Olivon et Antoine Dupont sont là ensemble depuis la blessure de Charles. Et vous avez désigné la semaine dernière, en début de semaine, le capitana pour Antoine Dupont. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a guidé dans ce choix ? Ce qui nous a guidé surtout, c'est une forme de complicité que nous avons, à mon avis, réussi à créer avec les leaders identifiés de cette équipe. C'est-à-dire depuis maintenant quelques mois, des échanges réguliers avec les 6 joueurs que vous connaissez. Et j'aimerais qu'on ne s'arrête pas simplement à ces 6 joueurs-là, parce que dans la construction de notre équipe, notre volonté de les faire monter en maturité vers l'échéance de l'année prochaine, eh bien, il y a d'autres joueurs aussi qui, effectivement, peuvent revendiquer ce statut et qui aident, qui accompagnent l'ensemble du groupe de leaders. Et donc, d'un point de vue très, très pratique, à travers ces échanges, eh bien, nous avons convenu, et l'ensemble aussi du premier cercle, que le capitaine de cette tournée était Antoine. C'est assez simple, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu en faire un sujet majeur, d'autant plus que ce qui est vraiment remarquable dans ce groupe de leaders, c'est que chacun amène sa personnalité. Je crois aussi que c'est, à mon avis, un des aspects de notre réussite dans ce projet que nous menons dans la communication, c'est l'acceptation aussi des différences de chaque membre de notre groupe. Je parle du staff, mais aussi, bien sûr, et surtout des joueurs. Charles n'a pas forcément la même personnalité qu'Antoine, mais ils se complètent. C'est ça qui est pour moi, pour nous tous, à mon avis, le plus intéressant et le plus remarquable dans ce parcours que nous menons avec eux. Fabien, quid de la situation de Jonathan Danty, dont on sait qu'il peut vivre un heureux événement dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'il en est si toutefois ça doit arriver avant samedi soir ? D'abord, c'est fantastique. C'est fantastique. Moi, j'ai connu la même chose. Puis je vais parler de moi. France-Australie à Marseille 2001. On a joué, le lendemain j'ai pris l'avion et j'ai assisté à la naissance de mon fils. Donc c'est ce qu'on a prévu pour Jonathan Danty aussi. Tout est planifié. On a un prédictif qui est parfait, on est réglé avec la maternité de La Rochelle. Et normalement il devrait, après le match, prendre la voiture et être présent pour l'arrivée de son enfant. Tout est planifié, prédictif. Thibaut Giroud a fait un prédictif accompagné de la cellule analyse. Et la combinaison des statistiques et des algorithmes nous donne... On a une deadline qui est très précise. Et dans le cas contraire ? Non, on ne peut pas se planter parce que c'est que du bonheur en fait. Voilà, ce ne sont que des événements positifs pour Joe. Non, mais est-ce qu'il part si c'est cet après-midi ou demain ?
La question ne se pose pas parce que je vous ai dit, le prédictif, il est là. Il est là. Et c'est vrai, je ne peux pas vous dire mieux. Poser la question à Nicolas Buffat qui dirige l'analyse ou à Thibaut Giroud, c'est comme ça, c'est écrit. Non, plus sérieusement, mais c'est la vérité. Ben, c'est le choix de Joe. C'est le fils à Joe, comme dirait le film. Une pensée pour notre ami Laguille, hein. Le fils à Joe, on l'attend tous. Je sais pas. Mais c'est son choix. C'est le choix de Joe qui attend son fils. Fabien, vous avez parlé de la blessure de Paul Villemc. C'est Thibaut Flamand qui entre à sa place. Sauf si j'ai dit une bêtise, je pensais que Thibaut Flamand était plutôt un numéro 4 pour vous. Comment vous pouvez expliquer ce choix par rapport à Romain Taofifénois qui est aussi sur le banc? Thibaut, il a commencé en 10, hein. Il peut jouer 10 aussi. Donc ses premiers matchs, c'était en 10. Puis après, il est monté parce qu'il a grandi. Donc il est polyvalent, il peut jouer 3e ligne. Et au Japon, on l'a fait jouer à droite. Au Japon, il a fait les 2 matchs par 40 degrés de température à droite. Et il était très très bon, ça a été le joueur de la tournée. C'est pas le même profil que Paul, on est d'accord. Et dans l'équilibre de notre équipe, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc en fait, ces incidents très malheureux pour Paul, hein. On pense à lui, hein, vraiment, parce que vous savez que le prochain match, c'est l'Afrique du Sud. C'est très dur pour lui, c'est très dur pour nous. Ça a été un moment difficile que doit traverser l'équipe, mais on doit s'entraîner aussi à vivre des moments comme ça. Et en fait, Thibaut, il rentre et on laisse Romain, parce que vous aurez pu penser qu'on allait mettre Romain, qui a le même profil que Paul, mais en fait, Romain, on a besoin de lui sur la deuxième partie du match en finisseur, pour accompagner, justement, vous en avez parlé, Dani, c'est son retour. Hein. Ces derniers matchs, avec nous, il a bien sûr joué au Japon, mais précédemment, avec l'équipe de France, c'était avant la Coupe du Monde. Peato Movaka, Sipili, vous parliez de la difficulté de rentrer dans cette équipe, je ne sais pas qui a évoqué ça, mais Rodé Sipili, il a fait 2 tournées avec nous, en Australie, au Japon, il a joué les babas avec nous, il n'est pas titulaire encore dans ces clubs, et pourtant, il est là, donc rien n'est impossible pour un joueur pour prendre un maillot et pour entrer dans cette équipe de France. Il a gagné sa place, il est venu chercher son maillot, Sipili, avec ses performances à l'entraînement, avec tout ce qu'il porte en lui, tout le talent qu'il porte en lui. Tous les joueurs qui sont là portent des qualités. Donc Sipili, et Kylian Gérassi qui revient après avoir été grièvement blessé. Là aussi, on peut parler de Kylian, il a fait le début du mandat avec nous, il a fait la tournée d'Australie, la tournée d'automne. Il revient avec Lyon, il est prêt, il revient dans ce groupe de 5 avant, puisqu'on aime bien changer notre paquet d'avant autour de la 50e. Et donc Romain va accompagner ce paquet d'avant, qui est un paquet d'avant qui a besoin d'un leader. Raphaël parlait de nos cadres, ben, Romain est un des leaders autour de ces cadres, qui va accompagner ce coaching en deuxième mi-temps. Voilà pourquoi nous avons organisé notre modification. Nous avons préféré faire rentrer Kylian et faire débuter Thibaut à droite. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même profil que Paul. Et il faut s'adapter et parfois réaménager le profil de l'équipe au profil de la performance. En tout cas, ce qu'on imagine. Hein. Dernière question. Quel jugement vous portez sur l'équipe d'Australie qui a eu des résultats un petit peu en dents de scie cette année? C'est un peu comme... on écoute tout ce qui se dit, nous on les regarde de près bien sûr, on les étudie. Hein. C'est un peu comme on dit quand les All Blacks on dit en ce moment que les All Blacks sont pas bien, mais bon, ils ont encore gagné le Four Nations. Donc si on prend l'Australie, nous concernant, si on reprend les résultats de l'équipe de France face à l'Australie depuis 2005, on est remonté à 2005. Et même... pour avoir regardé les matchs aussi, puisque en 2014, par exemple, le dernier match de l'équipe d'Australie en France, il y a des joueurs qui sont encore présents. Il y a Hooper qui est présent, Slipper, Bernard Follet, Skelton qui était des remplaçants déjà en 2014, qui est encore finisseur avec eux, ils font la finale de Coupe du Monde en 2015, l'année d'après. C'est une équipe en fait qu'on bat peu, qu'on a battu très peu depuis 2005. La dernière fois c'était en Australie, vous vous en souvenez, c'est la tournée, et sinon 3 fois. Donc en fait, le regard qu'on a envers eux, c'est une équipe qui est double championne du monde, qui a une culture
et qui a toujours ses qualités de joueur de rugby à la fois inventif, créatif et solide, puncher. C'est aussi, on connaît bien les Australiens, c'est des combattants, ils sont très durs, c'est des cow-boys, hein, c'est des joueurs qui viennent de cette terre-là, australe, qui ont une culture, une histoire récente, quoi. Et on ressent ça dans leur rugby. Il n'y a pas de tabou dans leur rugby. C'est un rugby. Ils peuvent être menés, comme on l'a vu cette année, de 20 points. Ils sont capables de retourner la situation, comme on l'a vu en Argentine, et finir avec 40 points. Contre les Blacks aussi, vous avez vu le match qu'ils ont réalisé. Et la même chose contre l'Afrique du Sud. Donc c'est une équipe qui fait partie des nations majeures du rugby mondial. Et c'est une opportunité de les affronter samedi pour se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le rugby mondial. Merci messieurs, merci à tous. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci.